L'intellect, l'intelligence va peut-être avoir du mal à exprimer. C'est ce qu'il y a de beau quand on regarde le témoignage de Karski. Je pense que peut-être vous avez fait attention, peut-être pas, mais il y a quelque chose qui se joue, qu'on comprend au-delà de ce qu'il dit. C'est-à-dire dans la difficulté qu'il a à dire, ou de comment, il faut penser que cet homme qui n'a pas pu parler pendant 35 ans, et puis qui un jour s'est mis à raconter comment il a dû trouver les mots pour dire ce qu'il avait vu, sachant que ce qu'il avait vu était quelque chose d'inédit et d'inouï. Et puis, il y a quelque chose qui se passe pour moi qui est très fort en le revoyant là tout à l'heure avec vous, c'est ce soupir à la fin. C'est une espèce comme si c'était à la fois une impuissance et un soulagement. Mais bon. Donc l'idée de travailler sur Jan Karski est venue du livre que j'ai découvert, du livre de Yannick Enel, qui s'appelle Jan Karski, roman. Et ce livre, je dirais, m'a fait rencontrer Jan Karski, alors que je crois que j'étais passé à côté de cet homme quand j'avais vu Shoah de Lanzmann. Peut-être j'étais trop jeune. Peut-être sur les 9 heures du film, j'avais été très perturbé par d'autres témoins. Et puis que Jan Karski intervient plutôt à la fin, je crois. En tout cas, c'est en lisant le livre que j'ai rencontré l'histoire de cet homme incroyable qui a accompli quelque chose qu'a priori rien dans son histoire ne le prédestinait à accomplir, et qui nous renvoie à quelque chose de très intéressant, c'est-à-dire comment, et ça pourrait être vous, ça pourrait être nous, j'espère que non, on pourrait être confronté à quelque chose de cet ordre dans nos vies, c'est-à-dire comment il n'a pas pu faire autrement que de faire ce qu'il a fait. Et moi, c'est ça qui me touche beaucoup chez lui. Alors, l'histoire complète de Jan Karski, moi je vous recommande de lire son livre. Comment ça en français Mon témoignage devant le monde. Dans son livre, il raconte un peu toute son histoire, depuis son engagement dans l'armée, comment il a été fait prisonnier, un coup par les Allemands, un coup par les Russes, comment ensuite il a été échappé, rattrapé par les Gestapo, comment il a été torturé, comment il s'est échappé à nouveau. C'est James Bond. Comment il passait plusieurs mois pour passer des chaînes de montagne à pied avec des microfilms dans des lames de rasoir, comment il a été espion, ses missions, etc. Je ne vais pas revenir sur le détail, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, très jeune, a suivi son frère dans la résistance polonaise. Et au moment où, disons à ce moment-là, je crois que c'est 41-42, la résistance polonaise est organisée, et il a une mission. Cette mission est de témoigner auprès des Anglais, auprès des Alliés, les Anglais et les Américains, de l'organisation de la résistance polonaise et de l'existence d'un gouvernement polonais à Londres, d'une représentation du gouvernement polonais à Londres qui n'est pas celui en Pologne. Et c'est ce que vous avez entendu dans son témoignage. Il va profiter de cette mission et d'une rencontre faite avec deux leaders juifs de la communauté juive de Varsovie pour accepter d'aller dans le ghetto de Varsovie et puis ensuite de se faire le messager de ce qu'ils avaient à dire au monde et se faire surtout l'écho d'une extermination en place en Pologne et qui concerne tous les juifs d'Europe. Donc la mission de Karski, d'abord sur la résistance, se double de cette chose-là. Là où Karski, déjà, je trouve, est impressionnant, c'est dans l'initiative qu'il prend de doubler sa mission de celle-là qui n'était pas la mission pour laquelle on lui avait demandé de travailler. Dans l'histoire de Karski, ce qui s'est passé après sa visite du ghetto, c'est qu'il va finalement, après des mois et des mois, arriver à Londres, qu'il va d'abord subir une espèce de quarantaine de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, avant d'être reçu et d'avoir du crédit auprès des institutions britanniques. Il va leur raconter la résistance polonaise, il va surtout leur raconter le ghetto, l'extermination des Juifs d'Europe en Pologne,
42, début 43. Donc le monde savait. Et Karski va à ce moment-là donner des heures et des heures d'interviews, de témoignages, va rencontrer des responsables politiques, des responsables intellectuels, des responsables juifs, et il va tenter d'avertir le monde sur ce qui est en train de se passer en Pologne. D'abord en Angleterre, et puis après plusieurs mois, on l'autorise à partir pour les États-Unis, où il doit rencontrer Roosevelt, et il fera le même témoignage, d'abord sur la résistance polonaise, et ensuite sur ce qu'il a vu du ghetto, et en tout cas la conscience qu'il en avait, c'est-à-dire qu'à l'heure où il parlait, il n'y avait plus de ghetto. Et il n'y avait plus de juifs en Pologne, et la plupart étaient en train d'être finis d'être assassinés dans les camps d'extermination nazis en Pologne. Voilà, en 1943, Jan Karski comprend que son témoignage ne servira pas à grand-chose, et je pense que c'est ce qu'il y a de dérangeant dans le personnage Karski et dans les archives Rigoldblum, c'est que dans le fond, alors que les principaux responsables politiques et militaires savaient, la question qui restait posée était pourquoi n'a-t-on pas empêché cette extermination? Pourquoi n'a-t-on pas intégré le sauvetage des Juifs dans l'effort des Alliés pour gagner la guerre? Qui reste une question embarrassante. En tout cas en France, même si elle a donné lieu à beaucoup de travaux de recherche aux États-Unis et dans d'autres pays, elle est un peu problématique en France. Peut-être que Philippe pourra parler de ça. En tout cas, en 1943, Jan Karski sait que son témoignage n'arrêtera pas ce qui est en train de se passer. Il écrit un livre. Il va écrire ce livre en 1943, Mon témoignage devant le monde, livre qui, par ailleurs, sera un best-seller aux États-Unis. Et puis, décidant de rester aux États-Unis pour des raisons de sécurité, parce que s'il revenait en Pologne, il aurait été forcément récupéré par la Gestapo. Donc il décide de rester aux États-Unis, il va y rester sous son nom Jan Karski, qui n'est pas son vrai nom, qui est son nom d'espion. Mais quand on rentre aux États-Unis avec un nom, on ne peut pas se parjurer sur son nom, donc il est obligé de garder ce nom d'espion. Il va devenir prof de sciences politiques à Columbia, à New York, et puis à Washington, où il mourra en 2000.